Vous êtes sur le point d'écouter le podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait. Mars, sommet du Puy-de-Dôme. Tout autour de moi, les éléments s'affolent. Le vent s'engouffre dans ma voile capillaire et en soulève chaque mèche pointant une direction. Mes cheveux ondulent et frisent d'humidité. Un fin duvet, d'une blancheur aveuglante, s'étale au sol. Je ne parviens plus à maintenir mes yeux ouverts face à ce puissant degré d'ensoleillement. Pourtant, mes avant-bras à nu, une chair de poule m'envahit. Mon corps entier est soudainement pris d'une grande vibration, je frissonne. La fraîcheur de la température s'exprime en moi. Je prends alors conscience que mon corps réagit à l'unisson du temps qu'il fait. Épisode 1. Le corps comme capteur sensible. En quête d'une météorologie intime et populaire. Avec Romain Lestruau, jardinier paysagiste, et Frédéric Perrin, responsable d'une réserve d'instruments anciens de mesures météorologiques. Le temps qu'il fait est par essence incertain, aléatoire, instable, mouvant, éphémère. Et pourtant, une science, née au XVIIe siècle, la météorologie, plus communément appelée météo, s'emploie à la tâche parfois vaine de prévoir le temps qu'il fera. Martin de la Soudière, ethnologue et sociologue. Extrait d'émission France Info 2013. Maintenant, comme les moyens de se protéger de la météo et de la prévoir sont exponentiels, donc on est surinformé, on veut pas tellement se protéger, mais plutôt se rassurer également. On ne veut plus avoir affaire avec cette alerte. On devient allergique à l'aléa météorologique. Aujourd'hui, plus que jamais, en pleine crise climatique, nous sommes ensevelis sous les informations météorologiques que la technologie nous met à portée de main. Que ce soit à la télé, dans les journaux, à la radio ou sur notre smartphone, le temps qu'il fera demain ou dans seulement quelques instants est accessible de tous et partout. Si bien que pour connaître le temps, notre réflexe est de consulter les infos météo au lieu de simplement lever la tête et consulter le ciel. Pourtant, cette commodité d'une météo continuelle, uniformisée et prête à consommer est relativement récente. C'est ce que m'explique Frédéric Perrin, spécialiste des instruments de mesure météorologiques à Météo France. Les gens n'avaient pas accès facilement aux données météo que j'ai connues quand j'étais jeune dans les années 60. Donc il y avait beaucoup de gens qui, particulièrement dans le milieu rural, qui avaient leur propre pluviomètre. Et puis il y avait beaucoup de gens qui avaient aussi des baromètres décoratifs, mais qui donnaient quand même des tendances sur le temps. Parce que quelqu'un qui était un peu familiarisé, il voyait bien que si le thermomètre baissait, ça allait plutôt annoncer du mauvais temps, et que s'il montait, le baromètre, c'était plutôt signe de beau temps. À la fin, les gens avaient moins de médias, donc ils étaient forcés un peu de faire plus de météo eux-mêmes. Mais d'un autre côté, c'est parce que c'est un peu trop la facilité. Sur son téléphone, dès qu'on allume son téléphone, ou même sur son ordinateur personnel, il y a tout de suite un Google qui va vous proposer de la météo. Dans cette surenchère d'informations météorologiques qui nous rassurent et nous donnent l'illusion de gagner en contrôle et en savoir, nous avons donc progressivement perdu en connaissance empirique et expérientielle du temps. Notre confiance aveugle en cette météo nous prive aujourd'hui de l'appropriation de nos sens et de notre bon sens. Par ailleurs, comme le remarque très justement l'historienne de la photographie Luce Lebar dans La physique des nuages, les instruments à qui nous déléguons la météo sont immobiles, statiques et solides. Tout le contraire des phénomènes atmosphériques qu'ils mesurent, tout le contraire des nuages mobiles et formés de gouttelettes en constante transformation. Pour des raisons économiques, la plupart des systèmes nationaux météo ont décidé de supprimer leurs observateurs humains et de remplacer ces observateurs humains par des systèmes de mesure automatiques qui se contentent de prendre les mesures sur ce qui se passe au-dessus d'eux et dans un rayon de 1 mètre, et qui ne voient absolument pas ce qui se passe ailleurs. Alors que dans le temps, un observateur humain,
il faisait ce qu'on appelle le tour d'horizon, c'est-à-dire qu'il faisait le tour de sa station et il regardait autour si justement il n'y avait pas des nuages annonciateurs d'une perturbation qui arrivait, et que ça corroborait ce que lui il observait avec les variations par exemple du mercure. Je pense qu'il manque ce degré d'observation humaine. Ces instruments puissants, complexes et à la pointe de la technologie possèdent en effet malgré tout des limites. On a essayé de mettre en place un système de prévision immédiate qui marche avec, par exemple, les données radar, les données satellites qu'on met ensemble. Et en fait, quand on a des phénomènes très changeants, comme en ce moment, on a du ciel de traîne avec des cumulonimbus qui donnent des averses ou des orages qui sont parfois imprévisibles, parce que en plus, la météo, elle connaît pas les découpages administratifs. Donc, si vous êtes à un endroit, par exemple, ici, on est à Trappes, si vous regardez votre téléphone avec l'application météo, il peut vous passer du beau temps alors qu'il commence déjà à pleuvoir. Alors que, par exemple, si on est à la Verrière, qui est juste à côté, qui est une autre commune, eux, ils seront déjà sous la pluie va arriver chez nous, alors que nous, il nous passe du beau temps. Ces instruments répondent à la quête originale d'objectivité de la science qui vise à tendre vers une maîtrise de notre environnement. Ils induisent par là même une impression d'étanchéité entre l'homme et les événements du ciel. Estelle Zong-Mengual, historienne de l'art, est l'auteure de l'essai « Apprendre à voir le point de vue du vivant ». Dans ce livre, elle parle de la connaissance scientifique comme d'une connaissance qui sépare, qui nous mettrait à distance de notre environnement. Le ressenti est ce qui, au contraire, nous relierait au monde. Et ce ressenti est, lui, par essence, bien subjectif. Mais malgré tout, comme me l'explique Frédéric Perrin, le grand public réclame des prévisions du ressenti au contact du temps qu'il fera. Le paradoxe est là. Les scientifiques tentent de confier le calcul de nos ressentis à des machines en vain. Le grand public a demandé un indice de ressenti de la température et cet indice, en fait, il est très dur à mettre en place parce qu'il dépend des gens. Il faut dire que les mesures météo se font toujours sous abri, c'est-à-dire à l'abri du vent et à l'abri du rayonnement solaire. Donc à partir de ce moment-là, si sous abri on mesure par exemple 25 degrés et que vous êtes au soleil et qu'il n'y a pas de vent, vous aurez facilement un ressenti de 30 voire plus. Donc c'est très intime, c'est extrêmement dur. Alors on a essayé de trouver des choses sur, disons, des panels représentatifs, mais c'est quelque chose qui est pas très fiable, à mon avis. Cette connaissance empirique du ciel, ce savoir sensible qui se perd, une petite frange de la population le possède encore. Ces irréductibles sont souvent ceux qui travaillent en extérieur, soumis quotidiennement au va-et-vient des éléments. L'histoire de l'observation des gens qui travaillent à l'extérieur et qui observent le temps, c'est vrai qu'on a certaines indications. Les paysans, dans le temps, surtout ceux des régions continentales, pouvaient faire de la prévision météo comme les Indiens, les sorciers indiens arrivaient à prévoir quand est-ce qu'il fallait organiser la danse de la pluie parce qu'eux voyaient au loin qu'il y avait des nuages porteurs de pluie qui allaient arriver. Donc comme ça, ils pouvaient lancer la danse de la pluie et, miracle, ça faisait tomber la pluie. La météorologie populaire. C'est le terme employé au début du XXe siècle par Camille Flammarion, astronome français et vulgarisateur scientifique. Il emploie cette expression pour désigner et défendre un savoir météorologique accessible par tous qui ne serait pas détenu uniquement par une élite de savants. Là où la météorologie scientifique est en quête d'informations quantitatives, pour prévoir, la météorologie populaire se base sur des observations qualitatives. C'est une approche frugale et de proximité, une pratique de la météo en quelque sorte vernaculaire. Et c'est d'ailleurs sur ces pratiques que se sont basés les premiers instruments scientifiques de mesure météorologique. À la Renaissance, pour passer de cette tradition de météo orale à la météo scientifique, ils vont vouloir mesurer les choses
Et c'est vrai que par exemple, sur la force et la direction du vent, c'était sur de l'observation qui était totalement empirique. L'échelle de Beaufort, qui a été employée particulièrement dans la marine jusque récemment pour mesurer la vitesse du vent, c'était en fonction de l'inclinaison des arbres, l'inclinaison de la fumée, jusqu'à ce qu'on fabrique des instruments météo spécialement pour le faire, par exemple, où on a inventé des anémomètres. Romain Lestruau est jardinier paysagiste. Il s'occupe d'un jardin situé dans l'abbaye du Fort Saint-André. Ces jardins sont perchés au sommet du mont Andaon en Provence, à quelques kilomètres d'Avignon. Ils sont soumis de plein fouet au Mistral, qui monte parfois jusqu'à 100 km/h, à la sécheresse d'un soleil généreux et à une pluie qui ruisselle depuis le pont culminant du rocher. Ce paysage est donc, par la force des choses, un observatoire direct du temps qu'il fait, dont Romain Lestruau a appris à lire les signes. Les guêpes qui viennent boire, quand on sait qu'elles viennent boire, c'est qu'il commence à faire très chaud. Là, on le sait, là, qu'il fait très chaud, puisqu'elles sont toujours dans les bassins. Les pigeons aussi, qui viennent beaucoup boire. Et aussi la hauteur des bassins. Moi, je le vois aussi à l'enherbement, à la couleur de l'enherbement, parfois, au niveau des prairies. Quand on sait qu'il y a certains endroits où les prairies commencent à sécher. Donc, quand on sait que déjà, un sol qui est assez peu profond et qui commence à sécher, on sait que du coup il va y avoir un départ un peu de sécheresse qui s'amorce. Il y a des espèces d'indicateurs. Moi j'ai des indicateurs un peu écologiques, je dirais. Je pense que c'est un savoir qui se perd effectivement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vachement important et donc encore plus de transmettre ces choses-là qui sont un peu, comment dire, c'est pas occulte mais c'est occulté quoi. Mais au-delà de cette météorologie populaire, qui consiste à observer autour de soi au travers du vivant devenu bioindicateur, ne pourrait-on pas aussi considérer le corps de celui qui observe comme source d'informations météo ? Alain Corbin, historien spécialiste du sensible, extrait d'émission France Inter 2021. Mais vous savez, les paysans de ce pays avaient leur météo sur, sur leur peau et dans le regard du ciel. Ils pouvaient prévoir le temps, souvent avec raison. C'est ici l'idée d'une météo qui fusionne avec le corps de celui qui en est traversé. Dans l'ouvrage Voir les savoirs, écrit par Jean-François Baird et Jérôme Lamy, est évoquée la pensée du scientifique philosophe Michael Polanyi. Il aborde l'existence d'une connaissance tacite qui fait du corps la première source d'information sur le monde et ses manifestations. Et c'est vrai que je le sens par rapport à ma peau, moi, parce que forcément, les aléas climatiques qu'on vit toute l'année sont assez rudes, surtout ici. Alors, on n'a pas trop le froid, mais un peu quand même avec le Mistral parfois, et surtout au niveau des mains, on a beaucoup les mains sèches, la peau sèche souvent. Puis beaucoup boire aussi, il faut s'hydrater beaucoup, c'est un endroit qui déshydrate, au final, autant les plantes que l'homme. Le corps est ici perméable, il se relie au monde. Central de sensations, il se meut en véritable capteur du temps qu'il fait. Frédéric Perrin est le responsable de la réserve des instruments météorologiques anciens de Météo France à Trappes dans les Yvelines. Plus de 1000 objets de captation météorologique y sont entreposés à l'abri des regards. Certains instruments datent d'il y a plus d'un siècle, faisant de cette collection la plus importante de Météo France. Au fond, sur des étagères, une dizaine d'hygromètres racontent par leur présence l'histoire et l'évolution de la façon de mesurer l'humidité ambiante. Frédéric Perrin m'explique l'usage imaginé par le scientifique Saussure d'un cheveu humain pour ce faire. Tout le monde avait remarqué, c'était une notoriété connue, que les cheveux avaient tendance à s'allonger et à friser. C'est pour ça, en fait, que les cheveux frisent quand ils sont mouillés, c'est parce qu'ils absorbent de l'humidité. Alors, Saussure, il a dit, on va peut-être pouvoir mesurer quelque chose avec ça, servant de cette propriété-là. Il est reparti sur ces idées d'hygromètre à cheveux. Il a fait énormément d'expériences. En fait, on a un système avec un cheveu qui est tendu par un petit poids, qui est relié par l'intermédiaire d'une poulie et une aiguille, et selon l'élongation du cheveu, l'aiguille monte ou descend. On a obtenu des appareils assez précis qui n'ont quasiment pas évolué jusqu'aux années 2000 et qui ont été utilisés
par quasiment tous les pays du monde pour mesurer l'humidité atmosphérique sous abri. C'est un système en fait qui permettait d'avoir des mesures extrêmement rapides par rapport aux autres moyens qui demandent soit des calculs, soit des choses beaucoup plus sophistiquées, des installations avec du gaz. Et si notre corps était une station météo-sensible ? Et si nous prêtions attention aux estimations météo communiquées par nos corps ? Je vous propose un instant de décaler notre regard de la météo habituelle pour reconnecter la connaissance du temps qu'il fait à soi. C'est ici l'expérience d'une connaissance par corps de l'atmosphère dans laquelle je vous emmène. Il n'est pas ici question de précision, mais bien davantage d'observatoire des mouvements du temps. J'humidifie mon doigt d'une nappe de salive et l'expose au vent. Le doigt pointé vers le ciel, je le fais pivoter dans cet axe, successivement de droite à gauche. Une sensation froide envahit à ce moment-là la pulpe de mon doigt. Mon index se meut en girouette, m'indiquant la direction du vent. Je détache mes cheveux pour les soumettre libres comme l'air au vent. Ils s'engouffrent au milieu, leur donnant un gonflant et un volume incomparables. Ma chevelure prend la forme d'un manche à air qui me souffle la force du vent. Le soleil est brûlant. Ma peau commence à chauffer et passe progressivement d'une teinte dorée à une nuance écrevisse. À la manière d'un héliographe, mon épiderme accuse le taux d'ensoleillement. Mon ombre s'imprime sur le sol. Elle tourne autour de moi au fur et à mesure de la journée. Elle s'étire, puis se rétrécit et enfin se rallonge. Mon corps devient gnomon vivant d'un cadran solaire qui projette le temps sur l'environnement qui m'entoure. Dans cet épisode, j'ai souhaité valoriser une approche low-tech et empirique de la météo, mettant au cœur de son observation le vivant jusqu'à nous-mêmes. Bien que subsistant depuis la nuit des temps, ce savoir est aujourd'hui peu à peu délaissé. Pourtant, associé de façon complémentaire avec les outils et informations météorologiques actuellement prédominants, j'y vois une manière d'enrichir la perception météo de l'expérience individuelle et de redistribuer à chacun une certaine connaissance du ciel. Le temps est très sec, Moment, très asséchant, parce qu'il y a quand même un petit peu avec de vent depuis quelques des minutes. perturbations Et qui se un petit peu voilé là quand même. vitesse Une accélérée, espèce de brouillard de chaleur aussi. des cumulonimbus qui donnent des averses ou des orages. Dans le prochain épisode, j'inviterai à temporairement nous évader de nos contraintes de vie quotidienne pour abandonner nos sens au temps qu'il fait. Vous venez d'écouter l'épisode 1 du podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait, produit à l'ENSI Les Ateliers par Marie Lestanguet.